Dans cet épisode, nous examinons 5 personnes qui ont vécu les expériences les plus cruelles lors de leur voyage en safari. D'un vétérinaire attaqué par une lionne à un vétéran de guerre tué par un buffle cafre territorial. Mais d'abord, nous commençons en Tanzanie, où une famille a oublié que les animaux sauvages ne sont jamais tes amis. Le matin du 15 mars 2017, un temps parfait pour un safari régnait dans le légendaire parc national du Serengeti en Tanzanie. Henry Danforth, un ingénieur en mécanique de 45 ans, originaire de Phoenix, avait planifié ce voyage pendant plus de 2 ans, recherchant minutieusement les meilleures périodes pour voyager et les organisateurs de voyages les plus exclusifs. Sa femme Sylvia, 42 ans, une bibliothécaire réservée, avait d'abord été hésitante, mais s'était finalement accoutumée à l'idée lorsque Henry lui avait promis des hébergements luxueux et des protocoles de sécurité stricts. Leur fils de 12 ans, Mason, avait été la véritable motivation derrière toute l'expédition. Depuis qu'il savait marcher, il était obsédé par les grands félins. Les murs de sa chambre étaient recouverts de posters de National Geographic représentant des lions, des léopards et des guépards. Pendant des années, il avait supplié ses parents de l'emmener là où il pourrait voir ces majestueux prédateurs dans la nature. La personnalité de Henry a toujours été plutôt non conventionnelle. Au travail, il était connu pour trouver des solutions créatives qui contourneront souvent les procédures assez courantes. Une qualité qui lui avait valu plusieurs promotions, mais aussi parfois des reproches de la part de supérieurs qui préféraient suivre les règles établies. Cette confiance en son propre jugement devait se révéler fatale dans la nature africaine. Lors de leur 3e jour dans le Serengeti, Henry prit une décision qui entrait à jamais les membres survivants de leur groupe. Déçu par l'absence de lions observés le matin et déterminé à offrir à Mason l'expérience de près dont il avait si longtemps rêvé, Henry ordonna à leur guide de s'éloigner des itinéraires touristiques fixés. Lorsque le guide a exprimé des préoccupations concernant le fait de pénétrer dans des zones où d'autres véhicules ne pouvaient apporter aucune aide en cas d'urgence, Henry a balayé les avertissements avec la même assurance qu'il montrait également face aux problèmes techniques. La famille se trouvait dans une clairière isolée, entourée de hautes herbes. Pendant qu'ils déballaient pour leur déjeuner dans le véhicule, l'excitation de Mason était palpable. Le guide avait laissé le moteur en marche, une mesure de sécurité habituelle. Mais l'environnement paisible les berçait lentement dans un faux sentiment de sécurité. Mason commit l'erreur fatale qui devait déclencher la tragédie. Espérant attirer des animaux pour de meilleures photos, il commença à jeter des morceaux de son sandwich dans l'herbe à l'extérieur du véhicule. Henry, complètement concentré sur le réglage de son équipement photo coûteux, ne remarqua le comportement de son fils que lorsqu'il était déjà trop tard. Avant que Sylvia ne puisse l'arrêter, un mouvement dans les buissons proches attira l'attention de tous. La lionne sortit de la haute herbe. Les lions africains comptent parmi les prédateurs les plus redoutables de la Terre. Les femelles pèsent typiquement entre 120 et 180 kg et sont constituées de muscles et de tissus osseux purs. Leurs puissantes mâchoires peuvent exercer une force de morsure de plus de 45 kg par centimètre carré, tandis que leurs griffes rétractiles peuvent atteindre jusqu'à 4 cm de longueur, parfait pour saisir et déchirer la chair. Les lions peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 80 km/h lors de courts sprints et leur vision nocturne exceptionnelle les rend tout aussi mortels de jour comme de nuit. Le guide a essayé de partir immédiatement, mais Henry a insisté pour attendre encore un moment afin de prendre la photo parfaite. La lionne, maintenant à environ 21 mètres du véhicule, avait senti l'odeur de la nourriture dispersée et examinait la situation avec une curiosité prudente. Mason, qui voyait enfin un lion de près, suppliait son père de le laisser descendre pour prendre une meilleure photo. Contre tous les protocoles de sécurité qui lui avaient été enseignés et malgré les objections de plus en plus désespérées du guide, Henry prit la décision qui coûterait la vie à sa famille. Il ouvrit la portière du véhicule et en sortit avec l'appareil photo à la main, convaincu que sa présence permettrait de saisir la scène dramatique de la faune dont il avait toujours rêvé.
Mason, qui a vu son père dehors et ne voulait en aucun cas manquer cette occasion, a escaladé avant que Sylvia ne puisse le retenir. Sylvia, qui ne voulait pas abandonner sa famille, a suivi son fils hors du véhicule. L'instinct de chasse de la lionne s'est déclenché au moment où elle a vu 3 personnes se tenir à l'extérieur. Pour elle, ces silhouettes dressées représentaient une menace potentielle pour son territoire et ses petits, cachés dans les buissons voisins. Les lionnes sont des mères extrêmement protectrices et ses puissants muscles se tendirent alors qu'elles se préparaient à éliminer le danger avec une force et une vitesse écrasantes. L'attaque a commencé lorsque la lionne s'est précipitée vers Henry, qui était le plus proche d'elle. Elle a franchi la distance qui les séparait en quelques secondes. Son corps massif se déplaçait avec cette puissance fluide qui fait des lions des prédateurs d'exception. Mason cria en voyant son père disparaître sous la lionne, mais son cri attira l'attention de 2 autres lions qui observaient depuis leur cachette. Ces prédateurs supplémentaires, alarmés par le chaos, sortirent de la haute herbe et se concentrèrent immédiatement sur les cibles restantes. Sylvia attrapa Mason et essaya de le repousser vers le véhicule. Mais la deuxième lionne était déjà en mouvement et franchissait la distance entre eux avec une vitesse terrifiante. L'attaque a duré moins de 3 minutes, mais en ces minutes résidait toute une vie de terreur. Henry fut le premier à tomber. Sa tentative de repousser la lionne était complètement vouée à l'échec face à sa force écrasante et ses griffes acérées comme des rasoirs. Mason et Sylvia se trouvaient à découvert entre le véhicule et la lisière des arbres, sans aucune possibilité de fuite, tandis que les autres lions s'approchaient de plusieurs directions. Leurs cris résonnaient à travers la savane, jusqu'à ce que la meute traîne ses victimes dans les hautes herbes où les sons se changèrent progressivement en un terrible silence. Les lions tirent typiquement leur proie dans des zones reculées, où ils peuvent se manger sans être dérangés par des charognards ou des prédateurs concurrents. Le guide a réussi à se diriger vers la station de Rangers la plus proche, tout en demandant immédiatement de l'aide par radio. Les équipes de recherche et de sauvetage sont arrivées dans un délai de 40 minutes en raison de la distance et des mauvaises conditions de route. À ce moment-là, les lions s'étaient déjà dispersés et les restes de la famille Danforth ont été retrouvés dispersés sur une vaste zone. L'enquête a révélé plusieurs violations de sécurité, y compris la décision de la famille de quitter le véhicule à proximité de lions sauvages, ainsi que le manquement à suivre des règles de comportement de base lors du contact avec des animaux sauvages. Alors que la Serengeti a coûté la vie à 3 personnes en un seul après-midi terrible, à des centaines de kilomètres de là, dans la nature de la Zambie, une autre touriste était sur le point de découvrir que même les aventures de safari les mieux planifiées peuvent être mortelles. Quand l'obscurité tombe. La soirée du 8 juin 2018 offrit le coucher de soleil africain parfait, le genre de spectacle que les brochures de voyage capturent rarement. Paige Meyers, une infirmière de 33 ans travaillant aux urgences à Denver, était assise près du feu crépitant de son campement de luxe dans le parc national de South Luangwa, en Zambie, et observait le ciel passer d'une couleur dorée à un violet profond. C'était son 2e safari en Afrique et, contrairement à son premier voyage au Kenya, elle avait cette fois choisi délibérément un safari à pied, promettant des rencontres intimes avec la faune. Les collègues de Paige au Denver General Hospital la connaissaient comme quelqu'un qui s'épanouissait dans l'adrénaline et face aux défis. Sa carrière de 12 ans en tant qu'infirmière a été marquée par des missions bénévoles lors des quarts de travail les plus exigeants. Cas de traumatologie, opérations d'urgence et interventions en cas de catastrophe que d'autres soignants préféraient éviter. Le safari de luxe à pied suivait le principe d'intervention minimale et d'authenticité maximale. Les invités dormaient dans des tentes en toile, surélevées sur des plateformes en bois, séparées des bruits et des odeurs de la nuit africaine uniquement par des moustiquaires. Cette nuit-là, Paige s'était portée volontaire pour la garde de nuit de 2 à 4 heures du matin, une activité optionnelle que la plupart des invités refusaient en faveur d'un sommeil ininterrompu. Le guide principal du camp avait expliqué que la garde de nuit remplissait plusieurs fonctions.
maintenir le feu allumé pour dissuader les charognards, observer les changements de météo et servir d'alerte précoce pour les animaux sauvages qui pourraient s'approcher de la zone de couchage. Lorsque Pej a commencé sa veille, le guide lui a rappelé les prédateurs nocturnes qui chassent dans le South Luangwa. Les léopards comptent parmi les chasseurs nocturnes les plus habiles d'Afrique, parfaitement adaptés pour des attaques silencieuses et surprises. Ces chats solitaires pèsent typiquement entre 60 et 80 kg, mais leur stature compacte et musclée les rend exceptionnellement forts pour leur taille. Les léopards possèdent, en proportion de leur taille corporelle, la force de mâchoire la plus puissante de toutes les grandes félins. Leurs mâchoires peuvent écraser les crânes de leurs proies sans effort. Ce qui rend les léopards particulièrement dangereux pour les humains, c'est leur discrétion exceptionnelle et leur capacité à grimper. Ils peuvent y sauter verticalement jusqu'à 3 mètres et horizontalement jusqu'à 6 mètres, ce qui leur permet d'attaquer depuis des arbres ou des positions élevées. Leur pelage tacheté offre un camouflage parfait dans la lumière tachetée, et ils peuvent se déplacer à travers des sous-bois denses sans faire de bruit. Vers 2h30, Pej a entendu des bruits en provenance de la zone de stockage du camp, située à environ 50 mètres du feu principal. Les bruits étaient subtils, bruissements, grattements et parfois des bruits sourds, ce qui suggérait qu'un animal examinait la cabane de stockage surélevée. C'est exactement pour ce genre de situation que veille la garde de nuit. Mais ses instructions étaient d'eau claire, observer depuis le foyer et alerter les guides si quelque chose semblait menaçant. Cependant, la curiosité naturelle de Pej et sa confiance en sa capacité à gérer les urgences ont conduit à une décision qui violait les protocoles de sécurité du camp. Au lieu de réveiller les guides immédiatement, elle décida de suivre les bruits elle-même. Ce que Pej ignorait, un léopard observait le camp depuis déjà 1 heure depuis la végétation environnante, attiré par l'odeur des provisions et l'activité inhabituelle des humains dans son territoire. Alors que Pej s'approchait de la zone de stockage, elle ne se doutait pas que le léopard avait déjà commencé à la suivre. Et en une fraction de seconde, le léopard attaqua par derrière, légèrement à gauche, depuis un fourré dense où la bête pouvait se cacher parfaitement. La gueule du léopard se referma avec une force dévastatrice sur son cou, tandis que ses griffes glissaient sur son buste pour trouver prise et maintenir fermement sa proie. Sans aucun doute, la vie de Pej s'est terminée à ce moment-là. L'instinct du léopard le poussait à tirer sa proie hors de l'espace ouvert aussi vite que possible. Et en l'espace de quelques secondes, Pej a été traîné dans le buisson dense autour du camp. Les léopards sont incroyablement forts pour leur taille et capables de traîner des proies beaucoup plus grandes qu'eux dans les arbres ou dans des broussailles épaisses où ils peuvent se nourrir tranquillement. Les autres invités furent réveillés par les bruits courts de combat, mais lorsqu'ils sortirent de leur tente et appelèrent les guides, le camp était déjà revenu à son silence antérieur. Les guides reconnurent immédiatement ce qui s'était passé. La recherche qui suivit fut menée par des pisteurs professionnels et des gardes armés, mais les léopards sont célèbres pour cacher leur proie dans des endroits inaccessibles. La grande féline avait traîné le corps de Pej dans un épais fourré près de la rivière, à presque 300 mètres du camp, où il est resté caché jusqu'au lendemain matin. Lorsque l'équipe de recherche a finalement trouvé l'endroit, le léopard s'était déjà largement nourri de sa proie et avait disparu dans les vastes étendues de la sauvagerie sud-louvanganienne. Alors que Pej Myers tombait victime d'un prédateur nocturne, à des centaines de kilomètres au sud, dans la réserve la plus célèbre d'Afrique du Sud, une jeune étudiante en médecine vétérinaire était sur le point de réaliser que parfois, les erreurs les plus mortelles proviennent d'une confiance excessive dans sa propre expertise, surtout face aux instincts protecteurs des principaux prédateurs d'Afrique. L'après-midi du 23 septembre 2016 offrait des conditions parfaites pour l'observation des animaux dans le légendaire parc national Kruger en Afrique du Sud. Eric Glass, un étudiant vétérinaire de 29 ans originaire d'Amsterdam, passait là son dernier jour en Afrique après 6 semaines marquantes en tant que volontaire dans un centre de réhabilitation de la faune en Namibie. Le voyage d'Eric en Afrique avait commencé 2 ans auparavant, lorsqu'il décida, pendant ses études de vétérinaire, de se spécialiser dans la médecine des animaux exotiques.
Contrairement à ses camarades de classe, qui se concentrèrent sur les animaux de compagnie, Eric était fasciné par la protection de la faune sauvage. Il a passé d'innombrables heures à étudier le comportement et la physiologie des mammifères africains. Le centre de réhabilitation en Namibie avait été tout ce qu'Eric avait espéré, et même plus. Il avait aidé à soigner toutes sortes d'animaux, des suricates blessés aux jeunes guépards orphelins, et ainsi acquis une expérience pratique qu'il aurait été impossible d'obtenir dans les écoles vétérinaires européennes. Ses tuteurs étaient impressionnés par sa manière calme de gérer les animaux sauvages et sa compréhension intuitive de leurs réactions au stress. Ce succès avait peut-être donné à Eric trop de confiance en sa capacité à évaluer correctement le comportement des animaux sauvages. La rencontre mortelle begann lorsque leur véhicule rencontra un autre groupe de safari qui s'était arrêté pour observer une lionne se déplaçant lentement dans les hautes herbes à environ 100 mètres. Le guide gara le véhicule à la distance prescrite et commença à expliquer le comportement et les stratégies de chasse des lions. La lionne observée semblait boiter légèrement et épargner sa patte avant droite en marchant, tandis qu'elle se déplaçait entre les acacias dispersés. Eric dirigea immédiatement ses jumelles vers la lionne, faisant appel à sa formation vétérinaire pour analyser sa démarche et sa posture. Contrairement à l'instruction explicite du guide de rester calme et assis, Eric commença à se lever dans le véhicule, affirmant qu'il avait besoin d'une meilleure vue pour évaluer correctement l'état de l'animal. Lorsque le guide l'a fermement invité à se rasseoir, Eric a soutenu que son expertise professionnelle lui permettait de faire des observations susceptibles d'aider l'animal. Malgré des avertissements de plus en plus insistants, Eric ouvrit la porte du véhicule et en sortit, désireux de s'approcher de la lionne pour évaluer son état de près. Au moment où les pieds d'Eric touchèrent le sol, les deux guides commencèrent à crier bruyamment qu'il devait immédiatement remonter dans le véhicule. Ce qu'Eric ne comprenait pas, c'est que le comportement inhabituel de la lionne n'avait rien à voir avec une blessure ou une maladie. Elle était une mère dont les petits étaient cachés dans les buissons proches et ses mouvements lents et réfléchis étaient à la patrouille contrôlée d'une mère protectrice, évaluant les menaces potentielles pour ses petits. Lorsqu'Eric s'éloigna d'environ 30 mètres du véhicule, son mouvement déclencha tous les instincts de protection que l'évolution avait programmés dans la lionne. Pour elle, cette silhouette dressée, qui s'approchait directement de la cachette de ses petits, représentait la plus grande menace à laquelle elle avait été confrontée depuis des semaines. Les lions sont par nature des chasseurs embusqués, mais lorsqu'ils protègent leurs petits, ils foncent directement vers la menace sans tenter de se camoufler ou de surprendre. L'attaque de la lionne commença par un rugissement qu'on pouvait entendre à des kilomètres à la ronde. Un son conçu pour paralyser de peur les proies et en même temps alerter les autres membres du clan du danger. L'attaque se fit avec une rapidité effrayante. Un moment, la lionne resta immobile dans l'herbe. L'instant d'après, elle franchit la distance jusqu'à Eric dans un tourbillon de pelage doré et de détermination mortelle. Eric eut peut-être 3 secondes pour réaliser son erreur avant qu'une lionne de 180 kg, furieuse, ne heurte sa poitrine avec une force dévastatrice et ne le renverse au sol. Les guides démarrèrent immédiatement leur moteur, klaxonnèrent et attrapèrent leurs fusils dans l'espoir de détourner la lionne de son attaque. Mais la lionne était complètement concentrée sur l'élimination de ce qu'elle percevait comme une menace pour ses petits et poursuivit son attaque avec une précision méthodique. L'attaque a duré environ 90 secondes avant que le bruit combiné des deux véhicules et un tir de sommation au-dessus de la tête de la lionne ne la pousse finalement à se retirer dans les buissons où ses petits attendaient. Lorsque les guides purent finalement s'approcher prudemment d'Eric, il devint rapidement évident que sa formation vétérinaire approfondie ne l'avait pas préparé à cette rencontre. L'enquête ultérieure révéla qu'Eric avait enfreint plusieurs protocoles de sécurité et ignoré les avertissements explicites de guides expérimentés. Sa mort a conduit à des instructions de sécurité élargies pour les touristes ayant un arrière-plan en médecine vétérinaire, avec l'indication explicite que l'expertise sur les animaux domestiques ou de zoo n'est pas équivalente à la compréhension du comportement des prédateurs à l'état sauvage.
Alors que la fin tragique d'Eric Glass servait de leçon que dans l'Afrique sauvage, la présomption peut être plus dangereuse que l'ignorance, des centaines de kilomètres plus au nord, dans les voies navigables vierges du Botswana, un autre touriste était sur le point de découvrir que les prédateurs aquatiques d'Afrique peuvent être encore plus mortels que ceux qui chassent sur terre. Le matin du 12 août 2015 a commencé avec une beauté immaculée au-dessus du delta de l'Okavango au Botswana. Nathalie Rode, une productrice de documentaires de 41 ans de Londres, ajusta son chapeau à large bord alors qu'elle s'installait dans le Mokoro, un canoë étroit qui devait la mener à travers les canaux cristallins de ce site du patrimoine mondial de l'UNESCO. La carrière de Nathalie repose sur sa capacité à trouver des histoires captivantes dans des endroits reculés du monde. En plus de 15 ans, elle avait produit des documentaires primés sur tout, de la faune arctique à la protection de la forêt amazonienne, toujours à la recherche d'expériences authentiques et immersives. Ses collègues la connaissaient comme quelqu'un qui ne se contentait jamais d'offres touristiques ordinaires, mais qui recherchait toujours les histoires inédites et perspectives uniques qui distinguaient les grands documentaires des émissions de voyage ordinaires. La compagne de voyage de Nathalie était Sarah Mitchell, une photographe animalière de Manchester qui était sa plus proche amie depuis l'université. Sarah avait invité Nathalie à ce voyage après avoir achevé un travail photographique réussi sur les éléphants du parc national de Chobe. Les deux femmes prévoyaient d'explorer pendant une semaine le labyrinthe de canaux, d'îles et de lagunes du delta. La Mokoro Safari était dirigée par des polaires locaux, des navigateurs expérimentés qui avaient grandi dans le delta et possédaient une connaissance approfondie des changements saisonniers, du comportement de la faune et des dangers cachés. Ces pirogues traditionnelles en monoxyle étaient depuis plus de 1000 ans le principal moyen de transport dans le delta. Le poleur de Nathalie était Thabo, un guide local de 35 ans dont la famille traversait le delta depuis des générations. Avant que leur voyage ne commence, Thabo expliqua quels étaient les habitants les plus dangereux du delta, une connaissance qui pouvait décider de la vie ou de la mort dans ces eaux vierges. Le crocodile du Nil était le prédateur de pointe des voies navigables du delta, un fossile vivant qui avait peu changé en plus de 200 zillions d'années. Ces reptiles massifs pouvaient ne mesurer jusqu'à 6 mètres de long et peser plus de 700 kg avec des mâchoires exerçant une force de morsure de plus de 2000 kg par pouce carré, suffisamment puissant pour écraser une petite voiture. Ce qui rendait les crocodiles du Nil particulièrement dangereux pour les humains, c'était leur stratégie de chasse et leur incroyable patience. Ces prédateurs étaient des chasseurs à l'affût, capables de rester immobiles pendant des heures en attendant que leur proie soit à portée de frappe. Lorsqu'un animal s'approchait de la rive, les crocodiles pouvaient jaillir de l'eau avec une telle force que leurs corps entiers étaient catapultés hors de la surface. Le 4e jour, le groupe se déplaçait à travers un canal étroit lorsqu'il a atteint un endroit où l'eau était trop peu profonde pour manœuvrer les mokoros chargés. La procédure standard dans de telles situations consistait à ce que les passagers descendent brièvement dans l'eau peu profonde, tandis que les pagailleurs guidaient les canoës vides à travers l'obstacle. Thabo avait déjà effectué cette manœuvre des centaines de fois dans sa carrière de guide, et il choisit soigneusement un endroit où l'eau n'était qu'à hauteur de cheville et où un fond de sable ferme était visible à travers l'eau claire. Il expliqua à Nathalie et à sa compagne Sarah qu'elle devrait descendre pendant seulement quelques minutes, pendant qu'il dirigeait le Mokoro vide à travers le passage peu profond. Avant de choisir l'endroit, Thabo avait recherché des signes d'hippopotame et de crocodile, et son expérience de plusieurs années lui avait appris à interpréter les subtils indices environnementaux indiquant la présence de prédateurs. Cependant, aucun d'entre eux ne se doutait qu'un grand crocodile du Nil reposait immobile au fond du canal depuis plusieurs heures. La présence du crocodile dans ce canal spécifique n'était pas inhabituelle. Ces prédateurs parcourent régulièrement les voies navigables du delta. Cet animal en particulier était un mâle adulte d'environ 4,30 m de long et pesant plus de 360 kg, avec la patience et l'expérience de chasse acquise au cours de décennies de traques réussies.
Lorsque Nathalie sortit prudemment de son mokoro pour entrer dans l'eau peu profonde, son pied toucha le sol sablonneux, à seulement quelques mètres de l'endroit où le crocodile guettait. Les vibrations de ses pas déclenchèrent le réflexe d'attaque du prédateur. Les crocodiles possèdent des organes sensoriels spécialisés capables de percevoir les moindres vibrations dans l'eau, leur permettant de localiser leur proie avec une précision étonnante, même dans des conditions très troubles. L'attaque s'est produite avec une rapidité effrayante, ce qui fait des crocodiles des chasseurs efficaces depuis plus de 200 millions d'années. Le massif reptile a claqué sa mâchoire sur la jambe droite de Nathalie juste au-dessus de la cheville. Sa force de morsure d'environ 21 700 newtons, 3000 livres par pouce carré, a écrasé les os et sectionné immédiatement de grands vaisseaux sanguins. Immédiatement, le crocodile a commencé avec ce qu'on appelle le roulé de la mort, un mouvement de rotation destiné à désorienter la proie et à causer des dommages massifs au tissu, tandis que la victime est entraînée sous l'eau. Tabo a réagi avec un réflexe rapide acquis au fil des années d'expérience dans des eaux dangereuses. Il commença immédiatement à frapper la tête et le museau du crocodile avec son bâton en bois, visant les zones sensibles autour des yeux et des narines, dans l'espoir de faire lâcher prise au prédateur. Sarah attrapa sa pagaie et se joignit à la tentative désespérée de libérer Nathalie de la mâchoire du crocodile. Mais les crocodiles du Nil sont faits pour de telles rencontres. Une fois que leur mâchoire se referme sur la proie, les muscles qui contrôlent la morsure sont parmi les plus puissants du règne animal et sont conçus pour maintenir la prise, même sous un stress extrême. Le cerveau primitif du crocodile était uniquement focalisé sur un objectif, entraîner la proie dans des eaux plus profondes pour accomplir la mise à mort sans perturbation. Malgré les efforts conjoints de Tabo et Sarah, le crocodile réussit à entraîner Nathalie sous la surface de l'eau du canal. L'attaque entière dura moins de 20 secondes, mais ces secondes suffirent à transformer un voyage documentaire paisible en une tragédie inimaginable. Les restes de Nathalie ont finalement été retrouvés presque 3 km en aval du lieu de l'attaque, dans un bras calme de la rivière où le crocodile avait apparemment mangé et ensuite abandonné les cadavres. Cette découverte a apporté un sentiment de clôture à sa famille et ses amis, mais elle a également servi de rappel clair des dangers cachés du delta. Alors que les crocodiles du delta avaient coûté des vies dans l'eau à des centaines de kilomètres à l'est, dans la plus célèbre réserve naturelle du Kenya, un ancien soldat allait bientôt découvrir que les rencontres les plus dangereuses ne proviennent pas toujours des prédateurs que les touristes attendent, mais des massifs herbivores. Le matin du 5 octobre 2016 a commencé clair et frais dans le légendaire Réserve nationale du Masai Mara au Kenya. Cameron Doyle, un ancien ambulancier de l'armée âgé de 38 ans d'Auckland, était en safari pédestre, ce qui représentait le point culminant d'une aventure africaine d'1 mois, mais offrait surtout la possibilité de suivre à pied le gros gibier, un aspect qui l'enthousiasmait particulièrement. Le passé militaire de Cameron avait façonné chaque aspect de son approche des voyages d'aventure. Pendant ses 12 années en tant que médecin militaire en exercice au sein des forces armées néo-zélandaises, il avait servi en Afghanistan, au Timor oriental et au Salomon, développant cette perception de la situation et ses réflexes rapides qu'il avait maintenus en vie dans certains des endroits les plus dangereux du monde. Ses camarades le connaissaient comme quelqu'un qui pouvait rester calme même sous une pression extrême, que ce soit en soignant des camarades blessés sous le feu ou en naviguant à travers un terrain ennemi dans l'obscurité totale. Le safari pédestre dans le Masai Mara avait précisément attiré Cameron parce qu'il offrait cette expérience authentique et risquée que les excursions en véhicule ne pouvaient pas permettre. Contrairement à la sécurité des véhicules de safari fermés, les safaris à pied plongent les participants directement dans l'écosystème en tant que proie potentielle. Cela nécessitait une vigilance constante et la capacité à interpréter les signes environnementaux qui pouvaient déterminer la vie ou la mort. Son guide était Joseph Kimani, un ranger Maasai de 45 ans qui effectuait des patrouilles à pied dans la Mara depuis plus de 20 ans.
Joseph portait un fusil de calibre 0,458 Winchester Magnum et possédait une connaissance encyclopédique des comportements des animaux sauvages, des routes de migration saisonnières et des signes environnementaux subtils indiquant l'activité des prédateurs. Avant le premier jour de marche, Joseph avait informé le groupe sur les habitants les plus dangereux de la Masai Mara, y compris un animal que de nombreux touristes sous-estimaient, le buffle cafre. Ces massifs herbivores étaient responsables de plus de décès parmi les chasseurs en Afrique que les lions, les léopards et les éléphants réunis. Ce qui rendait les buffles particulièrement dangereux, c'était leur tempérament imprévisible et leur agressivité explosive. Et contrairement à la plupart des herbivores qui fuyaient les menaces, les buffles étaient connus pour attaquer avec une force dévastatrice à des dangers perçus. Leur tête massive, protégée par d'épaisses couches osseuses et couronnée de cornes mortelles, pouvaient écraser un crâne humain en un seul coup. Malgré leur taille énorme, les buffles pouvaient atteindre des vitesses allant jusqu'à 56 km/h. Le troisième matin, le groupe avait suivi une troupe de lions lorsque Joseph découvrit des traces fraîches de buffles qui croisaient à leur chemin. Les énormes empreintes de sabots et les excréments caractéristiques indiquaient qu'un petit groupe de buffles cafres avait traversé la zone dans les dernières heures, probablement en route vers des points d'eau dans les premières heures du matin. La formation militaire de Cameron lui avait appris à analyser les informations provenant de différentes sources et il était fasciné par le travail de détective que le suivi des animaux sauvages impliquait. Alors que Joseph continuait à conduire le groupe vers le point d'observation prévu, Cameron s'attarda brièvement pour examiner de plus près les traces de buffles. Ce que Cameron a découvert dans l'herbe à côté du chemin principal a capté toute son attention. Entre les anciennes traces de buffles se trouvaient clairement des signes plus récents. Sa formation militaire lui disait que cette information était significative. Elle indiquait que les buffles se trouvaient ainsi beaucoup plus près que Joseph ne l'avait estimé. La grave erreur de Cameron a été d'examiner ces traces fraîches sans alerter Joseph de sa découverte. Sa confiance en ses propres capacités de pisteur, combinée à sa curiosité naturelle pour le comportement des animaux sauvages, l'a conduit à quitter le chemin balisé et à avancer de plusieurs mètres dans la haute herbe où les traces fraîches étaient les plus visibles. Ce que Cameron ignorait, c'était qu'un des buffles n'avait jamais quitté la zone. Un taureau massif, pesant plus de 800 kg et atteignant presque 1,80 m de hauteur à l'épaule, s'était reposé à l'ombre d'un buisson dense à seulement 30 mètres de distance. Il s'agissait précisément du type de taureau solitaire contre lequel Joseph avait mis en garde. Un animal plus âgé qui, ayant perdu de sa dominance, avait été expulsé de son troupeau et était devenu de plus en plus agressif et territorial. Joseph remarqua que Cameron était resté en arrière par rapport au groupe et se retourna pour le chercher. Juste à ce moment-là, le buffle se redressa avec une rapidité surprenante pour un animal aussi massif. Le guide reconnut immédiatement le danger, commença à crier des avertissements et mit son fusil en joue. Mais l'attaque était déjà lancée. La tête massive du buffle, couronnée de cornes s'étendant sur presque 1,20 m d'un bout à l'autre, était abaissée en position d'attaque classique. Les réflexes militaires de Cameron s'enclenchèrent lorsqu'il vit le buffle sortir du fourré. Mais son entraînement militaire ne l'avait pas préparé à la vitesse et à la puissance d'un buffle cafre en charge. L'épaule massive de l'animal frappa Cameron avec la force d'un train de marchandises dans la poitrine, le souleva du sol et le projeta à plusieurs mètres dans les airs avant qu'il ne s'écrase au pied d'un acacia. Le premier tir de Joseph, visant les organes vitaux du buffle, atteignit l'énorme animal à l'épaule mais ne le fit pas tomber immédiatement. Les buffles cafres sont des animaux incroyablement résistants, capables de survivre à d'énormes blessures avant de succomber à leurs plaies. Leur peau épaisse, leur musculature dense et leur ossature robuste les rendent difficiles à arrêter même avec des fusils de gros calibre. La deuxième attaque du taureau fut encore plus dévastatrice que la première. Ses cornes atteignirent leur cible, tandis que Cameron gisait impuissant près de l'arbre. Le deuxième coup de feu de Joseph, placé avec précision derrière l'épaule du buffle, fit finalement tomber l'animal massif. Pourtant, les dégâts subis par Cameron étaient déjà irréversibles.
La formation médico-militaire de l'ancien soldat lui a permis d'évaluer ses propres blessures avec une sobriété clinique. Poumons perforés, hémorragie interne massive et probablement des dommages aux organes vitaux. Il resta conscient assez longtemps pour donner à Joseph des instructions sur la façon de contacter les services d'urgence. Pourtant, les deux hommes savaient que l'aide était trop éloignée pour pouvoir faire une différence. Cameron mourut sur les lieux de l'attaque seulement quelques minutes après l'incident. Sa formation militaire et ses compétences de survie n'étaient finalement pas à la hauteur de la force brute et de l'agression d'un des animaux les plus dangereux d'Afrique. Joseph, malgré des décennies d'expérience et une réaction rapide à l'urgence, fut profondément affecté de perdre pour la première fois un client à cause d'une attaque animale. L'incident a été un rappel saisissant que même les guides les plus expérimentés et les touristes les mieux préparés restent vulnérables face à la nature imprévisible des animaux sauvages qui défendent leur territoire. Voulez-vous voir plus de vidéos de ce type? Cliquez maintenant sur votre écran. Merci d'avoir regardé.